De vous joindre à nous aujourd'hui et bienvenue dans ce webinaire à Vélo 3. Donc on est ravis aujourd'hui de vous accueillir. Donc, je m'appelle Claire Gagné, je fais partie de l'équipe à Vélo 3 à l'ADEME. Et donc on est ensemble pour 2 heures jusqu'à 16 heures aujourd'hui. Donc ce webinaire sera enregistré et ensuite disponible en replay. Voilà, c'est pour que vous le sachiez. Si jamais vous n'avez pas forcément l'occasion d'assister à l'intégralité, vous pourrez le retrouver a posteriori. On vous indiquera pardon, où. Je pense que normalement, vous n'avez pas le droit d'activer votre caméra, mais justement, j'allais vous dire, afin de préserver la bande passante, qu'on va garder nous aussi le moins possible de caméras allumées pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interruption. Merci et bienvenue, comme je disais. Donc, on est ensemble pour 2 heures. Le but de ce premier webinaire à Vélo 3, c'est de parler ensemble des premiers tours de roue de votre politique cyclable. Donc, on a choisi un premier webinaire qui soit relativement large, dans lequel vous puissiez tous et toutes vous retrouver. Le but ensemble aujourd'hui, c'est d'être sûr qu'on puisse faire connaissance, d'initier en fait la dynamique de montée en compétences qu'on va avoir ensemble et surtout qu'on va vous permettre de suivre. Et aujourd'hui, donc, c'est un webinaire qui sera présenté par différentes personnes de l'ADEME, donc moi, et ensuite vous allez voir qu'on va être rejoint par d'autres intervenants ADEME. Donc le programme aujourd'hui, il y aura une première partie, comme je vous le disais, on va dire de faire connaissance, que vous puissiez nous connaître, nous reconnaître, nous identifier. Il y aura une présentation de l'équipe à Vélo 3. Il y aura ensuite une prise de parole sur la partie communication par Frédéric, qui se présentera à vous. Il y aura ensuite un focus sur le plan de formation qui va vous être proposé, les différentes modalités de formation, où est-ce que vous pourrez retrouver tout ça, etc. Et ensuite, on fera un petit zoom sur spécifiquement les webinaires, puisque aujourd'hui, c'est un webinaire et c'est le premier de la série. Donc, on vous présentera un petit peu ce que vous pouvez retrouver à l'avenir. Ensuite, il y aura un deuxième temps qui sera dédié à ce que vous fassiez un peu plus connaissance entre vous et à ce qu'on initie en fait la dynamique de partage d'expérience, d'esprit de communauté entre vous. Et ensuite, la troisième partie sera dédiée à un transfert de connaissances qui sera l'occasion de vous redonner les fondamentaux d'un système vélo, de vous permettre d'avoir un panorama des grandes étapes, des grands jalons que peut recouvrir une politique cyclable et que vous puissiez savoir dès maintenant quelles sont les ressources que vous avez à disposition pour mettre le pied à la pédale, donc pour débuter votre politique cyclable. Donc, je vais maintenant passer la parole à Julie. Oui, merci Claire. J'allume juste ma caméra pour mon intervention. Donc, bonjour à tous, Julia Luneau, chef du programme à Vélo 3. Je vais prendre la suite pour vous présenter l'équipe à Vélo 3 qui vont vous accompagner pendant vos projets et commencer donc par le pôle ingénierie vélo, le pôle technique que vous commencez sûrement par connaître depuis l'annonce des lauréats, à l'exception peut-être de Nicolas Proutière qui nous a rejoint tout récemment. Donc, ces 4 contacts, ce seront vos contacts pour vos questions techniques d'accompagnement sur vos projets, pour des questions de relecture de cahier des charges, par exemple, la validation de vos diverses communications sur le programme ou de vos diverses actions, les invitations pour participer à vos comités de pilotage ou vos événements, etc. Donc, vous avez Pierre Brinet qui sera votre contact si vous êtes situé en Auvergne-Rhône-Alpes, en PACA, en Bourgogne-Franche-Comté, en Corse ou à La Réunion. Brigitte Collin si vous êtes situé en Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Centre-Val de Loire ou Mayotte. Nicolas pour la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Et Jean-Pierre Béaxetegui pour les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand Est, Guadeloupe, Guyane et Martinique. Ensuite, je continue avec le pôle formation, donc avec Claire Gagné qui a introduit ce webinaire, Paul Peffer qui est le référent technique vélo et qui auront un peu la charge de votre montée en compétences avec l'organisation notamment des webinaires et des formations et au-delà de ça du programme de e-formation également, mais toutes les formations en présentiel, en distanciel, mais je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet puisque Claire a prévu de vous présenter un petit peu le plan de formation juste après.
Vous allez être aussi également en contact avec le pôle gestion, en fait l'équipe gestion qui se compose de Aïssa Toubari, Valérie Muret et Magali Rams-Mijon, qui en fait vous accompagneront plus sur des sujets administratifs en lien avec le suivi de vos contrats. Et enfin, donc le pôle communication qui se compose en réalité d'une personne, donc Frédéric Dupont, qui sera le référent, votre référent sur les outils de communication du programme à vélo et nos canaux de communication. Et je vais lui laisser tout de suite la parole pour faire le point sur ce sujet-là. Donc, quelles infos, sur quel canal, les possibilités de communication pour vos besoins. À toi la parole, Tout Frédéric. à fait. Merci beaucoup, Julie, pour cette introduction. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, enchanté, moi, c'est Frédéric Dupont, récemment arrivé à la communication pour le programme à vélo. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail tous les outils qui sont à votre disposition, notamment durant tout notre accompagnement pour votre montée en compétences. Donc, pour la communication, en tout cas, vos interlocuteurs principaux, ce sont moi, en particulier pour la partie plus globale, on va dire, et vous avez aussi vos interlocuteurs de proximité, donc que Julie vous a récemment présenté, donc Brigitte, Pierre, Jean-Pierre et Nicolas, ainsi que tous vos ingénieurs également mobilité en région directement. Pour toute demande voilà, de communication, n'hésitez surtout pas si vous avez un article qui vous semble intéressant à partager à l'ensemble de la communauté. Il y a différents outils qui seront mis à votre disposition, j'y arrive juste après. Mais si vous souhaitez vraiment qu'on axe davantage une communication autour d'une vidéo, d'un reportage, d'une étude, d'un guide, n'hésitez surtout pas à nous contacter via cette adresse aapavelo3@adem.fr. On va passer maintenant aux outils de communication qui sont à votre disposition. Donc, tout d'abord, les outils qui sont un peu plus grand public et on va dire accessibles de tous. Le site internet Avelo qui a été lancé le 17 septembre pardon, dernier, il y a tout juste un mois, avec des retours déjà très positifs, nous espérons qu'ils comblent vos attentes. Je vais y revenir dessus juste après. Également une chaîne YouTube pour héberger un peu tous nos contenus vidéo, également tous les replays de webinaires qui seront mis à votre disposition directement sur cette chaîne YouTube, que je vous invite d'ores et déjà à aller suivre. Et ensuite, un espace collaboratif qui a pour but vraiment de centraliser vraiment toute l'information nécessaire au bon déroulé de votre montée en compétences avec nous et toute l'équipe de l'ADEME, sur laquelle on va pouvoir vous partager notamment les grands rendez-vous, les grandes dates, les documents phares et importants, et une mutualisation également des échanges entre vous. Nous avions aussi un outil de Framalis qui était mis à disposition des lauréats jusqu'à présent, qui, pour nous, a pour objectif, on va dire, de communiquer seulement entre lauréats d'une même promotion. C'est pour ça qu'on vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à utiliser davantage l'espace collaboratif pour échanger entre vous, puisque vous serez vraiment à destination de tous les lauréats à vélo, qu'ils soient un, deux ou trois. Donc pour poser des questions et pour interagir avec toute la communauté, c'est l'outil le plus intéressant à exploiter. Donc, on vous encourage vraiment à utiliser l'espace collaboratif. Je vais y revenir dessus juste après. Et également un site web événementiel où justement vous retrouverez toutes les informations, notamment destinées aux rencontres à vélo qui se feront dans des points locaux régionaux au cœur de vos territoires pour vous rencontrer entre lauréats. On y reviendra dessus juste après. Alors, commençons d'abord par le site internet Avelo. Donc voilà, c'est un espace vraiment public, il est accessible de tous, le lien est partageable facilement. L'idée, c'est vraiment de vous fournir un outil vraiment à votre disposition pour accéder aux principales ressources, les guides, les études, tous les replays de webinaires, les témoignages, les retours d'expérience, toute la partie aussi actualité qui sera vraiment accessible en quelques clics seulement, avec également tous les dispositifs d'aide qui sont à votre disposition. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons sorti le site internet il y a tout juste un mois. N'hésitez surtout pas également, via l'adresse mail qu'on vous a communiquée précédemment, à suggérer pourquoi pas des optimisations. On est preneur de vos retours. C'est avant tout votre site internet. Il est fait pour vous, à destination de vous. Donc, si vous souhaitez avoir peut-être des améliorations sur ce site internet, n'hésitez surtout pas à nous contacter également. On sera ravis d'y répondre.
Ensuite, parlons de la chaîne YouTube. La chaîne YouTube où on vous enverra le lien également. Elle permet notamment d'accéder au replay des webinaires comme celui-ci et ceux à venir durant toute la durée du programme à vélo et d'accéder à toute la production audiovisuelle, on y reviendra peut-être un peu plus tard, qui va mettre en lumière vraiment les initiatives qui verront le jour en 2025 et en 2026. Nous avons prévu de mettre à l'honneur avec toute l'équipe à vélo de belles initiatives au cœur de vos régions avec des vidéastes dédiés. Donc voilà, on va certainement solliciter quelques-uns d'entre vous justement pour organiser cette belle production tous ensemble. Le prochain rendez-vous de notre chaîne, c'est bien sûr le replay de ce webinaire. Je tenais également à préciser que si vous aviez une vidéo que vous souhaitiez valoriser sur n'importe quel projet dans le cadre, bien sûr, du programme à vélo, n'hésitez surtout pas également à nous contacter. On se fera un plaisir de relayer l'information sur notre chaîne. Ensuite, partons sur l'espace collaboratif, donc qui est vraiment exclusivement dédié à vous, lauréats, à Vélo 3, à Vélo 1 et à Vélo 2. Il est accessible via ce lien qu'on vous mettra également à votre disposition. Donc, c'est un outil très intéressant puisqu'il va vraiment permettre de centraliser l'information via plusieurs onglets qui sont vraiment des fonctionnalités très, très intéressantes que je vous encourage d'ores et déjà à utiliser. Un onglet blog donc pour partager l'information et l'actualité. Un onglet plutôt calendrier pour manquer aucun rendez-vous, que ce soit une formation, un webinaire ou un événement. Tous les événements seront recensés via l'onglet calendrier. Un onglet conversation où déjà plusieurs d'entre vous l'utilisent au quotidien pour poser votre question à destination de toutes les collectivités lauréates à vélo, afin que cela suscite de l'intérêt et également pas mal d'échanges entre vous, justement pour des retours d'expérience et de l'entraide. Un onglet documents pour partager les ressources, donc, guides, études ou chartes ou autres. Vraiment n'importe quelle ressource documentaire que vous pouvez partager simplement via l'espace collaboratif en quelques clics. Et également un onglet annuaire pour accéder à toutes les coordonnées de l'équipe à vélo, de vos ingénieurs mobilité en région, mais également de tous les lauréats à vélo 1, 2 et 3. Tout est rangé donc au même endroit. C'est tout l'intérêt de cet outil que nous vous encourageons vivement à utiliser. Les prochains rendez-vous pour vos agendas, donc ce sont notamment les prochains webinaires. Un qui va se dérouler le 12 novembre prochain sur le schéma directoire d'aménagement cyclable, la gouvernance d'une politique cyclable et les fondamentaux d'une voirie cyclable. Ce sont les 3 thématiques pour cette fin d'année. On vous partagera toutes ces informations en temps réel via l'espace collaboratif avec les dates précises et également les rencontres à vélo avec un premier événement qui se déroulera à Amiens pour notamment les lauréats d'Île-de-France et de Hauts-de-France. Une communication va vous être parvenir par mail demain. Donc, n'hésitez pas à consulter vos boîtes mail pour avoir un peu plus d'informations. Enfin, le site internet voilà, événementiel qui est en construction. Donc, on reviendra vers vous prochainement avec les informations dédiées. L'idée, c'est d'avoir toutes les informations, encore une fois, centralisées au même endroit et une facilité d'inscription pour vraiment remplir un formulaire en quelques clics et vous inscrire à l'événement qui est dédié tout près de votre région. Avec une page dédiée avec toutes les informations vraiment de l'événement, la programmation, les intervenants, le lieu de rendez-vous également et vraiment pour vous préparer au maximum avant le jour J. Vous aurez vraiment toutes les informations, dédiées grâce à cet outil. Voilà, la prochaine rencontre est en Île-de-France et Hauts-de-France, comme je l'ai dit, à Amiens et d'autres événements sont bien sûr à venir sur, le premier semestre 2025. On reviendra prochainement vers vous. Et enfin, je tenais à vous préciser qu'un kit de bienvenue des lauréats justement, est en cours de rédaction. Nous sommes sur la fin de ce projet avec toute l'équipe. Vous retrouverez notamment, toutes les informations relatives aux outils de communication, les informations essentielles également à tout le programme de formation, les plateformes en ligne, les classes virtuelles, présentielles et les webinaires. Je laisserai, Claire, revenir là-dessus plus en détail prochainement. Les événements avec les rencontres à vélo et la cartographie vraiment claire de vos interlocuteurs, qu'ils soient de métropole ou d'outre-mer. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine, sur l'espace collaboratif. Je passe la main à Claire, qui va vous parler maintenant de la formation. Oui, tout à fait. Merci, Frédéric.
Maintenant que vous savez un petit peu mieux qui nous sommes et donc par quel biais on va être amené à vous contacter, je voulais vous parler aujourd'hui du plan de formation qu'on a concocté et qu'on est en train d'élaborer pour vous. Donc ça s'articule, ce plan de formation, autour de différentes modalités pédagogiques, donc autour de différents formats. Le premier format, c'est on va dire ce qu'on appelle des ressources qui sont en auto-formation. Je vous en reparlerai, mais globalement, c'est toutes les ressources, les guides, les vidéos, les replays des webinaires de Avelo 2 notamment, auxquels vous avez déjà accès, auxquels vous pouvez déjà avoir accès via l'espace collaboratif et via la chaîne YouTube notamment. Il y aura donc des webinaires, on va en reparler, on va faire un zoom plus spécifique sur cette modalité pédagogique donc, qui nous occupe aujourd'hui et pour lesquelles on aura plusieurs occasions de se revoir. On va avoir des classes virtuelles, on va avoir des classes présentielles, donc qui sont des classes plus traditionnelles où on se retrouve physiquement avec un formateur, et on aura à venir un parcours e-learning. Donc je vais vous détailler un petit peu plus. Et surtout, quand? Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que j'ai vu que mon Teams avait sauté. C'est revenu, Claire, c'est bon. OK, C'est revenu, parfait, c'est parfait. parfait. Donc la première modalité dont je vous parlais, c'est l'auto-formation. Ça veut dire qu'à tout moment, et depuis, en particulier depuis la mise en ligne du site, mais à tout moment, que ce soit via le site, via l'espace collaboratif ou via la chaîne YouTube, vous avez, dès maintenant accès à des ressources qui sont classées, qui sont organisées de manière à ce que la découverte et l'exploration de ces ressources soit la plus simplifiée possible pour vous et que vous puissiez facilement trouver ce que vous cherchez. Après, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez vu à un moment une ressource, vous n'arrivez plus à la retrouver, n'hésitez pas à nous contacter. Normalement, pardon, j'ai cliqué sur le lien. La deuxième modalité, c'est donc les webinaires. Donc, c'en est un aujourd'hui. Il y en aura régulièrement tout au long du programme. Ils se tiendront de la même manière qu'aujourd'hui, c'est-à-dire avec un lien Teams donc en live et qui sera ensuite enregistré, disponible en replay via le site, la chaîne YouTube. L'inscription à ces webinaires, elle est obligatoire dans le sens où ça vous permet d'avoir accès aux liens et ça nous permet aussi d'être sûr de vous adresser les bonnes communications, d'arriver à vous envoyer ensuite si jamais il y a des documents qu'on doit vous envoyer par la suite, etc. Donc l'inscription, elle est très, très fortement recommandée, voire obligatoire. Ensuite, donc, il y aura des classes virtuelles. Donc, une classe virtuelle, c'est un moment privilégié avec un formateur, maximum 15 participants par session. Et ce sera une classe virtuelle d'une journée complète. Donc, il y aura des dates définies. Vous pourrez vous inscrire à une session selon vos disponibilités. Elles commenceront à partir du mois de janvier et donc ce sera une inscription via une plateforme dont je vais vous reparler juste après. L'inscription, pour le coup, là, vous êtes vraiment obligé de vous inscrire dans le sens où sinon, on n'arrivera pas à vous transmettre les informations et vous ne pourrez pas non plus être mis en contact avec le formateur. À noter que cette journée de classe virtuelle, donc il y en aura tout au long de l'année 2025-2026 et cette journée sera obligatoire pour ceux d'entre vous qui sont des chargés de mission Axe 4, donc financés via le budget ADEME. Donc normalement, vous savez si vous êtes chargé de mission Axe 4, mais au cas où, on pourra être à votre disposition. Et elles sont ouvertes, ces classes virtuelles, dans la mesure où il reste de la place. Elles sont ouvertes à tous les lauréats dans leur ensemble. Ensuite, il y a les classes présentielles. Donc, ces classes présentielles, elles sont maximum 15 participants aussi, avec un formateur. Elles se tiendront dans toute la France. On définira des lieux dans lesquels vous pourrez vous inscrire pour assister aux sessions. Ça dure une journée également et les premières sessions auront lieu à partir du mois de février. On aura l'occasion de vous en reparler. Et l'inscription, tout comme la classe virtuelle, l'inscription se fait via la plateforme formation.adem.fr.
De nouveau, l'inscription est obligatoire. Elle nous permet de tout organiser. Il y a notamment une visite technique lors de cette classe présentielle, une visite à vélo. Donc, tout simplement, si vous n'êtes pas inscrit, vous n'aurez pas les informations et on n'aura pas non plus de vélo à votre disposition. Et elle est obligatoire, cette classe présentielle, pour tout le monde, que vous soyez chargé de mission Axe 4 ou simplement, on va dire, lauréat à Vélo 3. Et pour finir, donc c'est une modalité un format qui n'existait pas sur les précédents programmes à vélo, donc c'est une nouveauté. Elle sera disponible, cette nouveauté, au printemps 2025 et il s'agira d'un parcours e-learning. Donc l'avantage en fait d'un parcours e-learning, c'est de pouvoir vous former à votre rythme et au fur et à mesure que vous avez du temps pour vous former ou imaginons que vous arriviez à un moment et que vous n'ayez pas une session qui soit tout de suite disponible pour vous former et que vous avez envie de plus d'informations que ce que vous pouvez trouver en auto-formation, vous pouvez suivre ce parcours e-learning qui vous donne en fait un socle de connaissances commun qui vous permet justement de commencer à mener vos actions, de monter en compétences et d'être plus à l'aise sur vos sujets. Je reviens juste un instant sur ma slide précédente, pardon. Je tenais à remercier aussi tous les partenaires qui sont en haut de la slide, donc notamment le CEREMA, l'Académie des mobilités actives et Vélo et Territoire, qui sont partenaires de l'ADEME pour planifier, concevoir et déployer ce parcours de montée en compétences avec nous. Donc la plateforme qui vous servira pour vous inscrire à la fois aux classes virtuelles, aux classes présentielles et au parcours e-learning, c'est la plateforme formation.adem.fr. Il y aura un réseau à Vélo 3 qui vous sera dédié, donc vous accéderez à des contenus qui seront accessibles uniquement à vous, surtout s'agissant des classes virtuelles et présentielles. Ce qui veut dire que ce sont vraiment des ressources qui vous sont dédiées, qui sont développées pour vous. Donc les accès et les modalités pour s'inscrire et accéder à cet espace vous seront communiqués dans les semaines à venir, notamment pour vous inscrire aux classes virtuelles et aux classes présentielles, comme je vous disais, qui arriveront début 2025. Maintenant, pour s'arrêter un petit peu sur les webinaires, donc ils seront de 2 différentes sortes. Il y aura les webinaires qu'on a appelés itinéraires communs. Donc ce sont des webinaires comme celui d'aujourd'hui qui concernent et qui sont intéressants pour toutes et tous, dans le sens où ce sont des thématiques qui constituent un socle de connaissances recommandées qui vous permettront, ces connaissances, de vraiment mettre en œuvre votre plan et vos actions à Vélo 3. Ce seront des webinaires qui se dérouleront sur 2 heures et il y en aura une dizaine par an jusqu'à la fin du programme. Le deuxième format de webinaire, c'est un format qu'on a appelé point d'intérêt, dans le sens où ce seront des webinaires qui seront plus thématiques, qui seront sur des sujets qu'on a sélectionnés et qui concernent peut-être pas tout le monde à l'instant T, mais qui seront intéressants au fur et à mesure que vous progressez dans votre cheminement et que vous avez peut-être différentes problématiques qui se présentent à vous. Vous pourrez vous inscrire ou revisiter des replays qui sont disponibles. Et voilà, ce seront des webinaires qui seront plus spécifiques, mais qui sont encore une fois dédiés à l'ensemble d'entre vous. Donc, il n'y a pas de notion de plus expert, moins expert. Ils seront tous dédiés à votre montée en compétences. Ils se dérouleront sur 1 heure, donc plus court. Et encore une fois, il y en aura une dizaine par an. Et pour ces 2 types de webinaires, la participation est facultative, elle est sur inscription comme aujourd'hui et les replays sont accessibles et le programme sera disponible 2 à 3 mois à l'avance et les thématiques qui seront abordées seront définies avec nos partenaires, notamment avec le CEREMA et sur demande par rapport à vos besoins. Donc on vous fera passer notamment à chaque fin de webinaire une enquête pour connaître vos besoins et pour que vous puissiez nous faire remonter vos besoins spécifiques. Si jamais il y a une thématique que vous voulez absolument voir couverte dans l'un des webinaires à venir, on adaptera en fait notre calendrier pour permettre de couvrir ces sujets-là. Donc on va passer à la deuxième partie de notre webinaire d'aujourd'hui, qui est la partie de prise de contact entre vous
et de partage des enjeux locaux. Donc, vous avez ici un QR code, mais ce n'est pas forcément le plus pratique pour tout le monde. On l'avait mis au cas où. On va vous mettre dans le chat le lien pour accéder à ce klaxon. Voilà, parfait. Julie a déjà partagé le lien. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans le chat ou à rentrer sur le site Klaxoon et à rentrer ce code d'accès que vous voyez là. Et normalement, vous n'avez pas besoin de vous créer un compte et vous pouvez simplement écrire votre prénom, par exemple, comme pseudo, pour pouvoir arriver sur le board. Je vous laisse peut-être 2 petites minutes pour retrouver vos petits, arriver à vous connecter. Je vois que le nombre de participants augmente, donc c'est qu'a priori, c'est possible d'accéder. N'hésitez pas à nous dire, à nous écrire dans le chat si jamais vous avez des soucis pour vous connecter. Alors, donc je vais vous guider sur ce qu'on va pouvoir trouver sur cette plateforme, sur ce board, pardon. Donc, l'activité 1, c'est celle par laquelle on va commencer forcément. Je vous invite à écrire, donc à cliquer pour créer un nouveau post-it, une nouvelle idée, et à écrire dans ce post-it votre prénom, votre nom, votre mail et la collectivité d'où vous venez, avec le numéro de département, et de vous positionner sur la carte. Le but de cette activité, c'est de vous permettre de vous localiser, éventuellement trouver des alliés, entre guillemets, de cause commune sur le même territoire que vous, voilà, qui peuvent être des interlocuteurs privilégiés avec qui vous avez peut-être envie d'échanger sur le contexte local, un point spécifique à votre territoire. Je vois que, ouais. Donc voilà, veillez à ne pas supprimer les post-it des autres, des autres camarades. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Je vous laisse 2 petites minutes. Je crois qu'on a des questions dans le chat sur comment Oui. créer un post-it. Alors, si jamais Merci. vous êtes au même endroit que moi, vous cliquez en bas sur Nouvelle idée. Le plus qui est en bas. Et du coup, ça vous ouvre un post-it. Et ensuite, pour l'envoyer, normalement, je pense que vous pouvez faire entrer. Sinon, vous pouvez appuyer sur le petit avion en papier. Et ça envoie sur le board. Alors, je vois, je suis perdue. Le but ici, donc, c'est d'être sur l'activité 1, de faire connaissance, donc d'inscrire dans un post-it qui vous est propre, de ne pas voler le post-it de quelqu'un, mais d'inscrire dans un nouveau post-it votre prénom, votre nom, votre email, votre collectivité et le numéro du département, et de le positionner à l'endroit où vous êtes. Le but de cette activité, c'est donc de trouver des partenaires de cause, des alliés dans votre région, éventuellement voilà, des personnes avec qui vous pourrez échanger sur un sujet spécifique à votre territoire, si vous voulez vous rencontrer ultérieurement, etc. Au moins, vous avez une première base d'alliés, de partenaires lauréats à Vélo 3. Oui, alors effectivement, mon post-it n'est pas apposé.
Donc, il doit être dans la première zone. Je vais tous les récupérer. Hop, là, ils sont un petit peu éparpillés. Voilà. Il y en a à droite aussi. Oui, tout Près à du fait. vélo rouge. Celui-là. Et Non, et ceux-là, 5 c'est autres. des exemples. Ah non, Non, c'est bon. excuse-moi. C'est pour pas spoiler l'activité 2. Ok. Bon, je vois que ça a l'air de perdu mon post-it. Ah oui, ça c'est... Non, c'est un avis de recherche, mais je pense qu'il Il y en a la aussi marée en de haut, post-it. tout en haut. Tout en haut. Mais je peux pas t'aider. Oui, il y en a 3. Il y a 2 verts et un jaune. Mais voilà. Et à droite, C'est un voilà. jeu de piste. C'est pour vérifier que je suis... Et au taquet. Ah, il y en avait un ici aussi. Hop là, il revient. Ça, c'est les miens. Ça, c'est pas grave. Bon, normalement, je pense que j'ai rapatrié tout le monde. Ok. Je vais laisser les dernières personnes placer leur post-it. Et effectivement, comme Julie l'explique dans le chat, vous pourrez continuer à avoir accès à cette carte, à ce board a posteriori. Donc, vous pourrez retrouver les contacts des autres lauréats que vous souhaitez contacter ultérieurement. Alors, on va passer ensuite, si tout le monde est prêt, à l'activité 2, qui est une activité on va dire, pour se mettre en chauffe. Donc, je vous invite soit à cliquer sur la droite sur la partie zone. Alors, est-ce que tout le monde voit l'activité 2 à droite? Quand on clique, on arrive sur donc une nouvelle partie du board. Vous êtes perdu peut-être? En fait, Claire, je pense qu'il y a les derniers qui essayent de mettre leur post-it sur la carte. Si tu peux peut-être attendre encore 2 minutes que Ouais, pas de tout le monde souci. puisse finir l'exercice. J'essaie de vous On y est diminuer un presque. peu Ça pour commence que à vous puissiez avoir vous voir. Donc là, il y a une idée vacante. Ok. Bon, j'ai l'impression que ça bouge plus trop. Donc, on va pouvoir se diriger tout doucement. Effectivement, vous pourrez reconsulter a posteriori le board. Alors, dans la partie activité 2, donc vous voyez ici sur la droite, normalement, vous avez un endroit pour naviguer dans le board, pour ne pas vous perdre. L'activité 2, ah bah, y en a qui ont déjà commencé. L'activité 2, le but, c'est que vous puissiez vous projeter dans votre contexte actuel, dans votre territoire, et que vous écriviez une action que vous avez besoin de prendre à très court terme, donc d'ici 2 semaines. C'est un ordre d'idée, c'est plus pour guider la réflexion. Une action à prendre à court terme, donc d'ici 2 mois, et une action à prendre à moyen terme, donc d'ici 6 mois. Le but, c'est que pour votre propre contexte, vous vous mettez dans votre peau à vous et vous écrivez une action que à date, aujourd'hui, à 14h36, vous pensez prendre dans les prochaines 2 semaines, dans les prochains 2 mois et dans les prochains 6 mois, et que vous le positionnez d'instinct dans l'une de ces différentes étapes de la politique cyclable. Donc, le but, c'est d'avoir un post-it, une action par post-it, donc de bien faire des post-it séparés pour chacune de ces 3 actions. Et donc, vous les placez sur la frise en dessous.
Et effectivement, j'en profite pendant que vous réfléchissez. Il y a un parc à questions aussi en étape 4 sur la droite et une partie prochain webinaire. Si jamais il y a des questions brûlantes, des choses que vous vous dites, il faut absolument que ce soit traité dans les prochains webinaires qui arrivent, vous pouvez le mentionner ici aussi, sachant qu'il y aura dans tous les cas un sondage pour nous faire part de vos souhaits. Donc c'est plus, si vous avez peur d'oublier quelque chose, vous pouvez le noter ici. Voilà. Pour le moment, donc nous sommes sur l'activité 2. Un code couleur à respecter. Alors, disons que moi, je m'étais dit que rouge, ça pouvait être très court terme, jaune court terme et vert moyen terme. Mais après, c'est les aléas du direct et du maniement du board par chacun. Donc, c'est pas très grave. Effectivement, peut-être si vous retrouvez Ouais, c'est pas soit de grave. respecter le code couleur, soit de noter plus pour vous, très court terme, moyen terme dans votre post-it. Effectivement. Je vous laisse jusqu'à 45. On a une question de Benjamin. Merci Benjamin. Des nouvelles actions ou des actions déjà engagées? Donc le but, c'est que vous puissiez écrire les actions que vous comptez prendre d'ici 2 semaines, d'ici 2 mois, d'ici 6 mois. Donc le but ici, c'est que vous ayez en tête à la fois un ordre des priorités, un ordre d'urgence et que vous puissiez éventuellement vous inspirer de ce que vos collègues lauréats écrivent sur le board, que ça vous donne des idées à vous dire mince, typiquement la préfiguration technique et financière, je l'avais pas du tout en tête. Est-ce que c'est peut-être quelque chose qu'il faut que j'intègre à court terme, etc. Le but, c'est que ça vous donne des idées de choses importantes, très court terme, moyen terme, à engager. Donc, si c'est le prolongement d'une action déjà engagée et que vous devez finir quelque chose d'ici 2 semaines, ça peut totalement rentrer dans ce cadre. Alors, je vois que si ça continue à s'ajouter, j'attends encore un peu.
Une question de Fabrice Algan. Bonjour Fabrice, dans le cadre de l'AAP à Vélo 3 ou de façon globale? Alors, c'est vraiment tout ce qui va pouvoir contribuer à votre politique cyclable. Donc, ça peut être pas applicable, enfin, pas, ça peut ne pas rentrer dans l'un des axes d'Avélo 3. Le but, c'est que ça contribue à votre politique cyclable. Une question également de Anaël. Pour placer les post-it au bon endroit, Alors, on peut les créer et ensuite les publier. Et ensuite, il faut trouver où il est et on clique gauche pour le déplacer. Si ça a solutionné, mais c'est vrai qu'il y a une merci sacrée Claire. forêt de post-it. J'essaie de rapatrier ceux que je vois qui sont perdus. Ok, juste, il nous reste encore une petite minute sur l'activité. Et ensuite, on va passer à une petite présentation justement d'un système vélo. Donc, je donnerai la main à Elodie. Et ne fermez pas la fenêtre du board parce qu'on y reviendra à un moment donné. Il y a Matar qui visiblement n'a pas retrouvé son post-it. Il y a quelques post-it qui s'égarent. Alors, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas ça. J'essayais de rapatrier, mais... On peut aussi faire un double clic à un endroit pour faire une idée si jamais... Ok. On va passer à la suite. Il est 45, donc je passe à la suite, mais n'hésitez pas à garder ça ouvert et puis à revisiter. Et dans tous les cas, on va en avoir besoin sur la suite. Et donc, je laisse la main à Elodie. Elodie, tu nous entends? Oui, je Oui, vous ça y est. entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout bon. Parfait. Super. Bonjour à tous. Donc, Élodie Barbier-Trochesec, je suis coordinatrice mobilité au sein du service transport et mobilité de l'ADEME. Et je vais être avec vous pendant une petite demi-heure pour parler des fondamentaux d'une politique cyclable du point de vue de l'ADEME, et on espère que c'est un point de vue que vous partagerez. Pour commencer, merci. On va parler de tous ces points-là. Quand on parle de politique vélo, on parle de planification, on parle d'aménagement, de communication, de développement de services et d'évaluation. Et avant d'entrer vraiment dans le détail du système vélo tel qu'on vous propose de le développer, notamment dans le cadre du programme à Vélo 3, on voulait vous parler de pourquoi l'ADEME accompagne les politiques vélo, parce qu'il est essentiel de comprendre le besoin pour mettre en œuvre de bonnes politiques cyclables. Le constat qu'on fait aujourd'hui et qu'on fait depuis quelques années, c'est l'omniprésence de la voiture. Alors, je vais vous accompagner pour lire ces deux graphes qui montrent à la fois cette omniprésence, mais aussi tout le potentiel qu'il y a pour d'autres modes, et notamment pour le vélo. Le premier graphe à gauche, l'histogramme, c'est un peu pour revenir sur l'idée reçue que on se déplace en voiture parce qu'on fait des trajets longs, et que donc on ne peut pas utiliser le vélo. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a plus d'un tiers de nos déplacements qui font moins de 5 km. 4% moins d'1 kilomètre, 11% moins de 2 km et 26% entre 2 et 5 km. Donc là, on est vraiment dans le rayon de pertinence du vélo classique. Donc on a un gros tiers de ces déplacements de moins de 5 km qui peuvent aisément se faire à vélo. Je le rappelle, 5 km, c'est 15 minutes de vélo. Donc c'est des déplacements aujourd'hui qui sont des déplacements dits courts que l'on pourrait faire à pied pour les moins de 1 km ou à vélo classique. On a encore 20% de déplacements plus qui font 5 à 10 km qui là encore peuvent se faire aisément avec un vélo à assistance électrique.
On est sur des temps de déplacement qui restent inférieurs à une demi-heure, qui est un temps de déplacement notamment très correct pour un déplacement domicile-travail. Voilà. Et puis ensuite, on a fait des déplacements qui sont sur des kilométrages plus longs, pour lesquels on ne va pas dire qu'il faut tout faire à vélo, très loin de là. Côté ADEME, ce que l'on préconise, c'est vraiment le véhicule le plus adapté à son besoin, à ses usages. Donc ce que l'on voit déjà, c'est qu'on a un grand nombre de trajets qui peuvent se faire à vélo, qui sont sur des distances qui entrent dans le rayon de pertinence du vélo et du vélo à assistance électrique. La réponse qu'on nous fait souvent, oui, c'est oui, mais ça, c'est valable en ville. La vérité, c'est que ce qu'on nous oppose souvent, c'est en périurbain ou en milieu rural, les distances sont plus importantes et donc on ne pourra pas faire ces trajets en vélo. La vérité est un peu plus contrastée. C'est vrai qu'on a moins de déplacements courts dans le rural que dans l'urbain dense, mais la différence n'est pas si notable. Si je vous accompagne sur le deuxième graphe, tout ça, ce sont des graphes qui ont été réalisés par Mathieu Chassigny à partir des données de la dernière enquête mobilité des personnes, donc 2018-2019. Et donc, si on regarde le graphe de droite, on a une distinction entre le rural, les communes de densité intermédiaire et les communes denses, et une répartition par tranche de kilomètres. Ce qu'on voit, c'est qu'en effet, on a beaucoup plus de trajets qui font entre 0 et 1 km en territoire dense. On a 22% des trajets en territoire dense qui font entre 0 et 1 km, là où on n'a que 13% dans le rural. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'entre 1 et 10 km, finalement, on est globalement autour de 50%. On a 58% des trajets en milieu dense qui font moins de 10 km, mais on en a quand même 45,5% en milieu rural. Donc c'est faux de croire qu'il n'y a pas de trajets qui sont dans cette zone de pertinence du vélo en milieu rural. On a un certain nombre de trajets, on va revenir après sur ce volume, mais on a un certain nombre de trajets, y compris en périurbain, y compris en milieu rural, qui font moins de 10 km et qui donc sont compatibles avec des déplacements à vélo ou en vélo à assistance électrique. Et le constat qu'on fait en fait sur ces trajets, c'est qu'ils sont encore aujourd'hui majoritairement réalisés en voiture, y compris sur des trajets très courts, de moins d'1 kilomètre. Mais aujourd'hui, on a encore une très très grande majorité de nos trajets, y compris sur des distances courtes, qui sont faites en voiture, dans l'urbain et encore plus, bien sûr, dans les zones de densité intermédiaire et dans le rural. Donc aujourd'hui, une omniprésence de la voiture, mais pas une fatalité, parce qu'on a clairement des déplacements qui peuvent se reporter sur le vélo au regard des distances de ces déplacements. Merci. Le constat qu'on fait aujourd'hui, alors ce sont des données qui datent un peu, c'est des données de 2017. On n'a pas encore cette cartographie mise à jour. Ce sont des données qui sont produites par l'INSEE sur la part modale pour se rendre au travail, la part modale des actifs pour se rendre au travail. Voilà, la carte, c'est une carte par département qui date de 2017, qui montre que globalement, la part modale que l'on sait au niveau France, qui est un peu en dessous de 3%, elle reste très faible, moins de 1,3% dans certains départements, à peine plus de 2 ailleurs. Et puis, on a quelques départements avec une part modale au niveau départemental au-delà de 4%. Mais voilà, ça reste des parts modales très faibles pour le vélo, à comparer à d'autres territoires, comme alors, les Pays-Bas, qui sont un petit peu le Graal, avec une part modale de 20%. Au niveau du pays, mais sans aller jusqu'aux Pays-Bas, on a plus près de nous l'Allemagne, qui a une part modale de 12% au niveau national, ou encore la Belgique, qui a une part modale nationale de 9%. Alors ces deux exemples sont intéressants parce que c'était un petit peu nos objectifs avec le plan vélo. 9% de part modale, puis 12%, s'aligner sur la Belgique, puis l'Allemagne. Donc ce ne sont pas des parts modales qui sont inatteignables, y compris pour un pays grand comme le nôtre, avec un certain nombre de conditions climatiques, de dénivelé, etc. C'est des choses qui sont accessibles, mais qui nécessitent de mettre en place tout un système vélo, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pour vous dire exactement la réalité de terrain, c'est qu'on a déjà un virage qui a été pris entre 2017 et aujourd'hui, puisqu'on fait déjà le constat d'une augmentation selon les territoires assez rapide de la pratique du vélo. Donc là, je vous ai donné les dernières exploitations des données INSEE
sur les déplacements domicile-travail. Quand on fait le focus, par exemple, sur les grandes villes les plus cyclables aujourd'hui, on approche les 20% de part modale des déplacements domicile-travail à Grenoble, à Strasbourg. Donc là, je ne parle plus des Pays-Bas, hein, je parle de villes françaises, alors qui sont aujourd'hui nos pionnières, hein, Grenoble, Strasbourg, etc. D'autres qui ont commencé plus tardivement, Bordeaux, et qui vont très très vite avec des parts modales qui augmentent très rapidement. Donc c'est pas que ce n'est pas qu'un blocage culturel, possible aussi en France d'avoir des parts modales très élevées, un actif sur 5 qui se déplace à vélo, peut-être dans quelques années un actif sur 3. Donc c'est des choses qui avancent. Et même à l'échelle départementale, quand on regarde les évolutions au niveau départemental, on s'aperçoit que ça progresse aussi, et pas que dans des départements très urbains. Les parts modales vélo des actifs progressent en Haute-Garonne, en Haute-Savoie, en Hautes-Alpes, etc. Donc on a une vraie tendance aujourd'hui au développement du vélo comme mode de déplacement, tout particulièrement sur le trajet domicile-travail, et pas qu'en centre urbain, contrairement à ce qu'on aurait tendance à penser, et ce qu'elle nous donne à voir beaucoup les médias. On a une vraie évolution de la pratique, y compris en milieu peu dense, grâce à l'action notamment des collectivités. Alors maintenant que j'ai dit ça, je vais vous expliquer un petit peu quelle est l'origine du système vélo tel que l'ADEME l'a défini et qui est vraiment un fondamental dans la structuration du programme à vélo. Quand j'ai commencé à travailler sur le sujet vélo, on m'a dit, écoute, c'est pas compliqué. Tu vois ce qui existe aujourd'hui pour la voiture. Si demain on veut avoir un système vélo efficace, il nous faut la même chose que le système voiture. Et là, vous commencez à réfléchir à tout ce qui est mis en place aujourd'hui pour que les voitures puissent circuler. Et vous vous rendez compte que c'est un écosystème très large, très structuré, et qui en effet répond à des besoins essentiels. Et on a un petit peu la même chose si demain on veut avoir une majorité des Français qui peut se déplacer à vélo. Tous ne se déplaceront pas à vélo, mais tous devraient pouvoir se déplacer à vélo. La première chose déjà, c'est de pouvoir s'acheter un vélo, ou en tout cas d'avoir accès à un vélo. Donc avoir des points de vente, avoir un territoire qui est maillé de points de vente de vélos, ou en tout cas d'habitants qui sont en capacité de s'acheter ou de louer un vélo. Il faut pouvoir se déplacer, il faut des itinéraires. Donc il y a tout un maillage d'itinéraires à mettre en place. Il faut pouvoir savoir où on va. Donc il y a un besoin en signalisation, un besoin en cartographie, en calcul d'itinéraire. Il faut pouvoir garer son vélo, et donc là il y a tout le sujet du stationnement vélo. Pouvoir garer son vélo en sécurité, pouvoir le retrouver, pouvoir compter sur son vélo comme son mode de déplacement au quotidien. Et donc, il y a besoin de toute une politique aussi de lutte contre le vol et le recel. On a besoin de pouvoir réparer son vélo, apprendre à le réparer, le faire réparer. Donc, on a besoin d'ateliers de réparation, de vélocistes. On a besoin d'avoir un code de la route qui est adapté, qui nous permet de nous déplacer. Des vélos-écoles pour apprendre à faire du vélo tout au long de la vie. Des incitatifs pour un système associatif pour accompagner. Voilà. Et bien, c'est tout ça qui fait un système vélo. Et c'est de tout ça dont on a besoin au niveau national, mais surtout au niveau local, dans les territoires, pour développer le vélo. Et c'est là-dessus que l'on s'est appliqué, c'est là-dessus qu'on s'est basé. Donc, je ne l'ai pas dit, mais le visuel précédent était un visuel de la FUB. Et on s'est vraiment appuyé sur cette vision écosystémique pour absolument besoin d'avoir les moyens d'acheter un vélo, et c'est le travail notamment sur les incitatifs. On s'est appuyé vraiment sur ce modèle d'écosystème pour définir les piliers d'une politique cyclable et pour accompagner ce que côté ADEME nous étions en mesure d'accompagner. La première brique d'une politique cyclable, comme la première brique de tout projet et notamment d'une maison, c'est le plan. C'est planifier, c'est savoir ce qu'on veut faire et comment on va le faire. Et c'est la raison pour laquelle le fait de disposer d'un schéma directeur ou de réaliser un schéma directeur est une obligation dans le programme AVELO 3. Le point de départ, la planification, est une obligation pour avancer sereinement et de façon qualitative dans sa politique cyclable. Une fois qu'on a planifié, on va pouvoir travailler sur l'aménagement, sur la communication, le développement de services et l'évaluation, avec un objectif cible en matière d'investissement qui est de 30 € par an et par habitant, qui est les budgets que l'ADEME recommande aux collectivités d'investir. 30 € par an et par habitant, c'est ce que les Pays-Bas ont mis pendant 40 ans pour obtenir le système vélo qu'ils ont aujourd'hui. Donc ce n'est pas un chiffre qui est tiré du chapeau, c'est l'expérience qui montre que c'est le niveau d'investissement qu'il faut dans sa planification, dans ses aménagements, sa communication, ses services, pour obtenir un système vélo qui soit absolument efficace. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ça, comprendre le besoin, c'est vraiment je l'ai dit, on est parti là, comprendre le besoin
et le comprendre finement au niveau des territoires, pour créer un système vélo qui soit accessible, qui permette aux cyclistes de gagner en légitimité et surtout de gagner en sécurité. Pour cela, on va parler des aménagements cyclables, des services vélos et de l'animation et de l'accompagnement. On va rechercher à mettre en place, excuse-moi, on va chercher à remettre en place un réseau qui soit sécurisé et qui soit continu. Aujourd'hui, on a encore trop de réseaux qui sont très discontinus et on a des études qui montrent que le sentiment de sécurité sur son trajet, en fait, il est lié non pas à la longueur d'aménagement cyclable sécurisé finalement, mais aux quelques points noirs, aux quelques moments où on va se mettre en danger parce qu'on a une discontinuité. Donc la notion de continuité est absolument fondamentale sur un réseau. Le stationnement, lorsque le vélo est mon mode de transport, j'ai besoin d'être sûre de retrouver mon vélo le soir ou le matin pour partir. Et donc, il y a un vrai enjeu de stationnement, de sécurisation. Et puis, la signalisation et le jalonnement, parce qu'on a besoin de savoir où on va. Une fois qu'on est en habitué, on y fait moins attention, mais quand on se déplace et qu'on se déplace au quotidien sur des trajets qu'on ne connaît pas forcément, on a besoin de cette signalisation et de ce jalonnement. Des services d'une très grande variété. On va vous expliquer pourquoi les services sont aussi fondamentaux de notre point de vue. Et puis, de l'animation, de l'accompagnement, à la fois de l'événementiel et puis des actions auprès de publics cibles qui sont de vrais leviers de développement de la pratique du vélo, qui peuvent être vos relais, et tout cela nécessite de l'animation. Ça va un peu vite dans la présentation. Alors, je vais revenir un petit peu plus en détail, mais merci de votre remarque, je vais ralentir un petit peu. Alors, la première étape, on en a parlé, c'est de planifier. Planifier le déploiement, c'est ce que l'on vous propose dans le cadre des schémas directeurs des aménagements cyclables, qui, comme je le disais, sont un prérequis, une obligation, un point de passage obligatoire. Le début de toute bonne politique cyclable, c'est vraiment ce schéma, qui est un document technique que l'on vous encourage à faire réaliser par un bureau d'études spécialisé et qui va permettre de définir vraiment la stratégie cyclable du territoire en 3 phases. La première phase, c'est vraiment une phase d'analyse, une phase d'état des lieux, à la fois des pratiques, des besoins, des pôles générateurs de mobilité, de votre population, de ses spécificités, etc. Vraiment une phase d'analyse fine des besoins de votre territoire, de ses habitants, de ses commerçants, etc. Donc c'est une étape de diagnostic qui est absolument fondamentale et qui va permettre d'avoir le schéma directeur le plus pertinent, le plus adapté à votre territoire. Une phase d'élaboration où il va être question de réseau principal, de réseau secondaire, de typologie d'aménagement cyclable. Et puis également de chiffrage financier, de combien tout cela va coûter. Et puis une phase enfin de mise en œuvre, parce qu'un schéma, ça n'a pas vocation à rester dans un placard. Ça a vraiment vocation à dicter les projets d'investissement dans les aménagements cyclables de la collectivité. Et donc, si on insiste autant sur ce schéma, c'est bien parce que on veut les voir déployés par la suite, avoir des schémas qualitatifs pour des mises en œuvre qui seront efficaces et qui permettront de mettre un maximum de cyclistes sur la route. Et puis un travail qui ne peut pas être fait hors sol, qui doit être en cohérence avec les autres documents de planification, qui doit également ruisseler dans les futures mises à jour de ces documents de planification, que l'on parle des PLU, des schémas des SCOT, etc. Une fois qu'on a mis en place ce schéma des aménagements cyclables, et d'ailleurs, je suis passée un petit peu vite dans la partie vraiment planification, stratégie, on parle beaucoup d'aménagement cyclable, mais on peut aussi parler, enfin, on doit aussi parler de stationnement, de jalonnement, de signalisation. C'est ça aussi toute la planification qu'il faut mettre en place. Donc, une fois qu'on a fait cette étape vraiment de planification, il y a tout le travail d'aménagement, qui est un travail de long cours, de longue haleine, pour créer un réseau de qualité qui soit accessible et qui soit sûr. Et c'est vrai qu'on insiste beaucoup là-dessus parce que la réalisation d'un maillage cyclable, d'un réseau cyclable, c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande beaucoup de conviction, beaucoup de portage en interne, de la part des techniciens, de la part des élus aussi. On sait qu'il faut encore convaincre de l'intérêt et de la pertinence de ces investissements. Donc c'est quelque chose qui est coûteux et qui demande beaucoup d'engagement de la part des élus, des techniciens. Et donc on va vraiment essayer de viser des choses de qualité dès le départ pour être sûr que ce qui va être produit, ça va être accessible au plus grand nombre.
Et notamment, ça va être quand on fait un réseau cyclable, on ne le fait pas pour les cyclistes existants, ils sont déjà là. On le fait surtout pour tous ceux qui n'osent pas encore faire du vélo parce qu'ils ont besoin de ces aménagements. Et donc, on va le faire pour les prudents, pour les inexpérimentés, pour les novices. On parle de néo-cyclistes. On va le faire pour les seniors, pour les PMR et puis pour les enfants. Et c'est souvent un bon test de feu. Un réseau de qualité, c'est un réseau de qualité sur lequel on voit des enfants à vélo. Parce que c'est un réseau sur lequel les parents autorisent leurs enfants à circuler. Alors, ça semble ambitieux, mais c'est une réalité. On a besoin d'avoir des réseaux qui soient suffisamment qualitatifs pour que les parents se sentent en sécurité et se sentent en confiance pour y mettre leurs enfants. Donc, c'est ce qu'on va viser. Et puis, un réseau de qualité, ça peut être, excuse-moi, un réseau de qualité, c'est aussi un réseau qui va être bien dimensionné. On a aujourd'hui, notamment dans la partie planification, des élus qui s'engagent avec beaucoup d'ambition sur des parts modales vélo à moyen long terme, des parts modales qui pour certaines sont à 2 chiffres. Et on est ravis de voir un tel niveau d'ambition, mais à ce niveau d'ambition doit aussi correspondre un dimensionnement des aménagements. Attention à ne pas partir sur des aménagements qui sont trop étroits, parce que si le trafic que vous rencontrez sur ces aménagements est à la hauteur de l'ambition de vos élus en matière de part modale, eh bien, des aménagements trop peu dimensionnés vont très vite devenir trop petits, et donc pas accessibles, pas sûrs, pas qualitatifs pour toutes ces cibles. Alors, de multiples outils existent. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment quelque chose qui sera présenté très en détail par le CEREMA lors du webinaire sur comment rendre sa voirie cyclable. Mais en effet, aujourd'hui, on a une grande diversité d'outils en fonction des tronçons que l'on veut sécuriser, en fonction de la typologie de voies, en fonction du trafic, etc. Donc, on va passer sur cette slide. Je vois une question de Gauthier qui dit « Dans les ressources, pouvez-vous nous partager des schémas directeurs aménagement cyclable que vous recommandez, des structures pour avoir des inspirations et un cahier des charges pour un BE si possible ». Alors, on pourra vous partager tout ça. On a un guide de préconisation pour réaliser un schéma directeur. Je vois que Jean-Pierre y a répondu. Et on vous fera également passer un lien vers la plateforme France Mobilité qui recense tous les cahiers des charges en lien avec des appels d'offres publics, avec la possibilité de faire une recherche par mots-clés. Et vous pouvez retrouver tous les appels d'offres qui concernent la réalisation d'un schéma directeur cyclable ces X dernières années. C'est très, très riche, et donc vous aurez plein d'exemples, et notamment de territoires qui ont les mêmes configurations que vous. Je viens de mettre le lien. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Si je poursuis sur la partie service, quand on a lancé le premier programme à vélo en 2018, on nous a beaucoup demandé pourquoi on s'est intéressé au service vélo. Finalement, est-ce que l'aménagement cyclable, c'était pas l'alpha et l'oméga pour développer le vélo dans tous les territoires? Et on a insisté, et aujourd'hui, on a un certain nombre d'études qui nous montrent qu'on a bien fait d'insister, et que ces services vélo, ils sont absolument clés pour développer l'usage du vélo et pour le développer partout et auprès du plus grand nombre. Vous êtes peut-être cycliste du quotidien ou pas, ce qui est sûr, c'est que le vélo, c'est avant tout une expérience physique. Et j'insiste vraiment sur le mot physique. Et c'est une expérience qui demande des équipements, donc un vélo et tous les équipements qui vont avec, qu'il faut pouvoir acheter ou louer. Ça demande des compétences aussi, il faut savoir rouler, il faut savoir stationner son vélo correctement pour pas qu'il soit volé, ou en tout cas pas trop vite. Il faut savoir réparer, et puis ça demande des aménagements et notamment du stationnement. Et donc tout ça, finalement, c'est une expérience qui a besoin d'être accompagnée parce qu'elle se heurte à la fois à des freins physiques. Est-ce que j'ai un vélo? Est-ce que j'ai des pistes cyclables? Est-ce que j'ai du stationnement? Et à des freins psychologiques. Et tout ça, finalement, ça a besoin d'être accompagné. Les habitants, les entreprises également, ont besoin d'être accompagnés pour dépasser ces freins. Et c'est là que les services trouvent vraiment tout leur sens parce que les services vélo, ça va être une opportunité de remettre le pied à la pédale, de se remettre à vélo en réduisant un minimum les contraintes, en faisant tomber au maximum toutes ces barrières physiques. Et le fait d'avoir cette expérience, ça va permettre aussi de lever un certain nombre de barrières psychologiques. Et je vous mettais un exemple là, sur la diversité des services vélo que l'on peut trouver, notamment sur le fait d'avoir accès à un vélo. Aujourd'hui, notamment dans les centres urbains, on a différentes typologies d'accès au vélo. On a des vélos en libre service, on a des vélos en location longue durée, et puis on a des vélos
possédés par un certain nombre de personnes. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que on a un certain nombre d'usagers, de cyclistes, qui n'utilisent que le vélo en libre service, parce qu'ils n'ont pas besoin de se soucier du stationnement, parce qu'ils n'ont pas à entretenir le vélo, ils n'ont pas à le réparer, et puis parce qu'ils en font un usage régulier, mais pas forcément quotidien. Ça donne un premier accès au vélo, un accès très facile, sans contrainte, quand je veux, comme je veux, et sans aucun un besoin de savoir, notamment, stationner son vélo de façon particulière ou le réparer. Le vélo en location longue durée, on est dans un niveau d'engagement différent. C'est-à-dire qu'il faut que je gère le stationnement, il faut que je gère les réparations mineures, et on va être sur une typologie d'usagers beaucoup plus fréquents. Et puis une fois que j'ai fait l'expérience du vélo en libre service, une fois que j'ai fait l'expérience du vélo en location longue durée, on a un certain nombre d'usagers qui passent le cap, qui s'achètent un vélo et qui vont se déplacer avec leur vélo. Et dans ces cas-là, ils gèrent le stationnement, ils gèrent la réparation et on est en général sur des usages très fréquents. Tout au bout de cette flèche, il y avait même le vélo en free floating, sur lequel on est sur des usages encore plus ponctuels, mais qui encore, là encore, a un intérêt parce que c'est l'occasion de se remettre à vélo, de se remettre en selle. Tout ça pour vous dire que ces services, c'est vraiment une façon de se reconnecter au vélo, d'essayer avec un niveau d'engagement croissant avant de décider d'acheter son vélo ou de passer sur des systèmes de leasing, de location. C'est d'autant plus vrai qu'on va aller sur des vélos qui sont plus coûteux. Je pense notamment au vélo à assistance électrique. Je pense aussi au vélo cargo, hein, qui est vraiment en train qui connaît un vrai boom, le vélo cargo, sur la cible famille. Ce sont des vélos qui sont coûteux. Ce sont des vélos qui reposent aussi sur une petite révolution de l'organisation, notamment des familles. Et la location longue durée, la possibilité d'essayer ces vélos est absolument cruciale. Les tester en conditions réelles, les tester sur une durée suffisamment longue pour tester une organisation différente au sein de la famille. Et donc, ce sont ces services, cette possibilité d'essayer et d'essayer sur du talon, notamment grâce à la location longue durée, qui fait qu'on va bousculer les habitudes et qu'on va en créer de nouvelles pratiques. Donc vraiment, j'insiste sur l'importance de ces services. J'ai parlé de vélo en libre service avec station, donc on pourrait penser que ça s'applique qu'à des milieux urbains. On a des retours absolument incroyables sur l'impact de services de location longue durée en milieu peu dense, hein, en milieu ruraux ou périurbains. Là encore, pour faire tester du VAE, pour faire tester du vélo cargo, sur des trajets qui peuvent être d'ailleurs un petit peu plus longs, on l'a vu, et avec des résultats d'autant plus intéressants en termes de santé, en termes de réduction d'usage de la voiture. Donc vraiment des services qui sont indispensables pour accompagner ce retour au vélo et pour les ancrer dans des pratiques durables. Location longue durée, ce sont des locations, alors je crois que ça commence à un jour, mais on considère plutôt sur des locations d'un mois à plusieurs mois. C'est l'exemple de Véligo à Paris, mais c'est l'exemple de la plupart des dispositifs que proposent les territoires pour essayer le vélo sur une durée suffisamment longue pour derrière permettre un achat. Je crois que ça commence à un jour la location longue durée. Là, moi, je vous parle plutôt d'exemples à partir d'un mois de location. Et donc voilà, comme je vous le disais, développer les services vélo, c'est faciliter l'essai de la mobilité vélo. Le vélo, on dit l'essayer, c'est l'adopter, mais encore faut-il l'essayer. Donc créons les conditions de cet essai, créons les conditions de ce retour en selle grâce aux services vélo. Et puis, on a des services qui permettent de se remettre en selle, on a des services qui permettent de pérenniser l'usage du vélo. Donc là, typiquement, tous les services de location longue durée, ça va être l'occasion de se remettre en selle. Et puis, on va pouvoir mettre en place des services qui vont permettre de pérenniser, de conforter cet usage. On peut être sur des aides à l'achat. Si on veut avoir un usage qui se pérennise, on va avoir besoin d'apprendre à réparer son vélo. On peut avoir besoin de location ponctuelle également, de cargo, de remorques, etc. Donc, ces services, c'est tout ce qui va permettre de relancer l'usage et de le conforter. Et puis, ne pas oublier que le vélo, ça s'inscrit aussi dans une offre de mobilité plus large, y compris dans les territoires les moins denses, et que plus on développera l'offre de mobilité au sens large, plus on aura de chances de développer le vélo. Le vélo est complémentaire de la marche, le vélo est complémentaire également de l'autopartage, notamment dans les foyers qui, en passant par exemple au vélo cargo, choisissent de se démotoriser, de se démultimotoriser, surtout sur vos territoires. On a un ménage qui avait 2 voitures, qui remplace la 2e voiture par un vélo cargo, mais qui ponctuellement peut avoir besoin d'une autre voiture. Et c'est là qu'on trouve toute la synergie, tout l'intérêt de services d'autopartage en parallèle des services vélo.
planifier, aménager, développer les services. Il y a un dernier volet qui est absolument fondamental, c'est la communication. Nous avons tous vécu, enfin tous vécu, pour les plus anciens d'entre nous, mais en tout cas, on a vécu plusieurs décennies de promotion et d'aménagement du territoire en faveur du tout-voiture. Et donc, il y a une grille de pensée, un logiciel de pensée qui est à reprogrammer pour voir tout ce qui peut être fait à vélo. En remplacement de la voiture. Et tout ça, ça passe par de la communication, de la mobilisation, de l'implication des élus, des agents des collectivités, des habitants, des commerçants, des employeurs, des scolaires, etc. De tout l'écosystème de vos territoires. L'idée, c'est de donner envie, c'est aussi de faire rêver. Le vélo, ça reste quelque chose de plaisant, ça reste un plaisir, ça reste une liberté, on l'oublie. Donc, je pense qu'il y a besoin de réinscrire le vélo un petit peu dans notre logiciel quand on pense déplacement. Et ça passe par des actions de promotion, notamment des itinéraires qui peuvent être extrêmement qualitatifs dans vos territoires. Ça passe aussi par le fait de donner à voir qui sont les cyclistes d'aujourd'hui. On a une chance et une malédiction quand il s'agit de vélo en France, c'est le Tour de France. Parce que quand vous pensez vélo, en général, vous pensez Tour de France et donc vous voyez des cols alpins, des cyclistes, des athlètes, beaucoup de difficultés, etc. Donc voilà, je dis c'est une chance et c'est aussi une malédiction parce que aujourd'hui encore, le vélo est beaucoup attaché au sport, à l'exploit. Alors que le vélo, c'est aussi le quotidien, c'est aussi le monsieur et la madame tout le monde. Et donc, il y a un vrai enjeu à donner à voir qui sont les cyclistes d'aujourd'hui, et notamment les habitants de vos territoires, les enfants, les jeunes, les parents, les familles, les seniors, les entrepreneurs, les artisans, etc. Et puis, il y a tout un travail également sur des cibles particulières. On m'a parlé des écoles, il y a également les employeurs qui sont un levier extraordinaire pour faire progresser la mobilité à vélo sur le tronçon domicile-travail et même au-delà. Donc, il y a vraiment besoin de donner à voir de tout ce qui peut être fait à vélo par vos territoires, dans vos territoires. On a également la chance d'avoir un calendrier national qui se muscle sur les sujets vélo, avec Mai à vélo, qui est désormais un mois de fête du vélo, qui est un mois très fort avec beaucoup de choses au niveau national, beaucoup d'inspiration à trouver dans les territoires et beaucoup de choses qui peuvent être mises en place dans le cadre de cette initiative. Donc, je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas déjà partie prenante de Mai à vélo, de vous y intéresser, avec beaucoup de contenus vidéo d'ailleurs qui sont disponibles des éditions précédentes. On a la Semaine européenne de la mobilité qui est aussi une belle occasion tous les ans de progresser sur le sujet du vélo avec par exemple des challenges vélo. Et puis la Fête mondiale du vélo le 1er dimanche de juin qui est également une belle occasion d'animer dans vos territoires. Et puis des formats déjà bien connus mais qui restent à réinventer. Tous les ans, on est surpris par la créativité des territoires pour faire de belles choses en matière d'animation vélo. Des vélos parades qui sont de plus en plus folles et qui donnent de plus en plus envie de se retrouver à vélo et qui permettent de développer aussi l'esprit de communauté dans vos territoires autour du vélo. Des animations qui peuvent être vraiment intéressantes en matière d'échange autour des modes actifs, de consultation, de co-construction avec vos habitants, vos commerçants, vos usagers. Et puis, quelque chose qui marche également très bien, et je l'ai dit, ce sont les stands découvertes. Donner à voir, donner à toucher, donner à essayer des vélos, notamment des vélos à assistance électrique. On a encore une grande partie de la population qui n'est jamais montée sur un vélo à assistance électrique ou qui n'a jamais vu ou testé un vélo cargo. Ces stands de découverte partout, on les voit mis en place, ils ont un succès incroyable parce que là encore, le vélo, c'est agréable, c'est ludique. Ça nous ramène un petit peu en enfance et en même temps, c'est un outil formidable qui demande à être testé. Donc, on vous encourage vraiment à mettre en place ce type d'animation pour donner à voir du vélo, pour donner envie et faire rêver. Enfin, et c'est un fondamental qu'on avait oublié dans notre premier guide système vélo et que l'on a corrigé. Une politique de mobilité, quelle qu'elle soit, elle a besoin de s'inscrire dans un dispositif d'évaluation pour qu'on reste dans de l'amélioration continue. On est sur des politiques qui ont un objectif, qui ont des objectifs très larges, on n'est pas reparti de là, mais on a besoin de transformer nos mobilités. On sait qu'il y a urgence à transformer la mobilité du quotidien, à notamment décarboner nos mobilités.
même si le vélo répond à énormément d'autres enjeux en matière de santé publique, d'espace public, etc. Et donc, on a vraiment besoin d'évaluer nos politiques cyclables pour les améliorer, pour les remettre en question, et pour être sûr qu'on atteint les objectifs que l'on se fixe. Cette évaluation, elle peut s'appuyer sur 4 piliers. Le premier, c'est certainement d'être à l'écoute des habitants et usagers. Avec des politiques cyclables, on vient parfois se cogner, comme je le disais, à des habitudes très ancrées, une vision aussi, hein, à des préjugés, en tout cas à une vision particulière de ce qu'est la mobilité. Et donc, on a besoin d'être à l'écoute des habitants et des usagers sur d'où ils partent pour être mieux en mesure de les accompagner. Et donc, ça passe par de la consultation et de la concertation en amont, de l'accompagnement pendant, et puis également être à l'écoute durant et après pour adapter à la fois les outils de communication et puis surtout les politiques qui sont mises en œuvre. Peut-être aller moins vite, peut-être aller plus vite, peut-être faire différemment, mais en tout cas être à l'écoute. Identifier les métriques nécessaires pour l'évaluation. D'un territoire à l'autre, on ne va pas forcément se fixer les mêmes objectifs dans les mêmes termes, et donc ce sera important en fonction de votre territoire, en fonction de ses objectifs, en fonction de ses caractéristiques, de bien identifier ce que vous voulez obtenir et comment vous allez le mesurer avec des objectifs qui soient mesurables. Développer le comptage des cyclistes, ça c'est quelque chose qu'on vous encourage vraiment à faire, et d'ailleurs le programme à vélo finance l'installation de compteurs vélo. On ne peut pas mesurer ce qu'on ne compte pas. Alors historiquement, il y avait des comptages qui étaient faits manuellement, notamment par les associations vélo. Nous, on vous encourage vraiment à automatiser le comptage des cyclistes avec l'installation de compteurs et à remonter ces données dans la plateforme nationale des fréquentations, qui est le seul outil à date qui nous permet de suivre l'évolution, pas en temps réel, mais presque, de la pratique du vélo en France. Donc voilà, c'est un outil pour vous, c'est aussi un outil au national pour qu'on voit les fruits de la politique cyclable nationale. Et on vous encourage vraiment à le faire. C'est un outil d'évaluation, c'est un outil de communication, et c'est extrêmement précieux. Et puis, une politique cyclable, finalement, c'est un processus sans fin. En tout cas, c'est un processus qui s'inscrit dans la durée, ne serait-ce que pour mettre en œuvre un schéma directeur cyclable dans son intégralité. Et donc, c'est un dispositif qui doit pouvoir rester souple, dans lequel on doit pouvoir garder de la marge pour adapter le dispositif. On vous a remis ici. Excuse-moi, Julie, je te laisse la parole. Merci. Merci Elodie pour ton partage de connaissances, pour ton expertise et ta présentation de qualité. On voulait terminer cette partie un peu plus transfert d'informations. Après tout ce qu'on s'est dit, après tout ce qu'a présenté aussi Elodie, pour vous présenter plus un petit panorama des jalons et des ressources associées pour mener votre politique cyclable. Donc pour que vous puissiez plus ici repartir avec des outils en fonction de votre état d'avancement, de vos points d'étape dans votre développement de votre politique cyclable. Donc faire le point, vous vous disiez, bon, ok, je me pose, où est-ce que j'en suis ? Et quelle aide, quelles ressources je peux solliciter à partir de l'étape où j'en suis. Donc ici, on a listé des étapes et on a listé aussi des ressources, liste qui n'est pas exhaustive évidemment, hein, ce sont juste des exemples. Il en existe beaucoup d'autres, on les a tous référencés normalement sur notre site internet à vélo, on vous laissera y regarder. Donc si on prend par exemple le jalon numéro 1 pour monter un comité de pilotage efficace. Donc ici, par exemple, vous allez devoir monter une équipe qui est motivée, qui va créer la stratégie vélo de votre collectivité, et ce sur le long terme. Donc former cette équipe, vous allez devoir faire en sorte qu'elle soit à même de comprendre tous les enjeux de votre territoire, d'une ville cyclable performante. Une équipe qui soit capable, par exemple, de challenger les parties prenantes, notamment peut-être les bureaux d'études avec lesquels vous allez travailler, etc. Donc ici, on vous recommande le fameux guide de l'ADEME qui reprend tous les éléments qu'a déjà présenté Elodie. Donc ça, c'est vraiment le premier guide, la première étape qu'on vous encourage vivement à étudier.
mais aussi donc le site internet à vélo, j'en ai déjà parlé, pour vous former pas à pas, et aussi donc par exemple les formations que peuvent dispenser nos partenaires, notamment donc l'ADMA, l'Académie des mobilités actives, qui propose par exemple 4 parcours thématiques pour vous former à différentes étapes. Donc c'est des formations qui sont toutes gratuites puisque c'est également un programme de certificat d'économie d'énergie. Pour la seconde étape de la création de sa stratégie cyclable, vous allez notamment avoir la charge donc, de construire un schéma directeur cyclable, un schéma directeur des aménagements cyclables ou équivalent, construire également une stratégie de communication, Élodie en a parlé, une stratégie de financement avec un plan pluriannuel d'investissement. Vous allez devoir prendre connaissance des obstacles au niveau local, les intégrer dans votre stratégie. Donc voilà, et cette stratégie, elle devra être retranscrite effectivement dans la réalité. Donc pour cette étape, on vous conseille le guide du CEREMA qui est très bien construit, qui est aussi un indispensable, donc qui s'appelle Rendre sa voirie cyclable. Donc il est segmenté en 8 étapes allant de la planification à l'aménagement. Et on vous recommande également le guide des aménagements cyclables hors agglomération, qui détaille ici plutôt les besoins des cyclistes et qui peut vous aider à définir, par exemple, le type d'aménagement requis pour garantir à la fois sécurité et à la fois le confort. Donc voilà, c'est des guides qui pourront vraiment vous accompagner sur cette étape-là. Pour l'étape concertation du tissu local, concertation avec les acteurs locaux, étape indispensable dans votre politique cyclable, c'est vraiment une étape pour nous qui est essentielle pour comprendre le changement et communiquer avec les actions que vous allez prendre, les directions que vous allez prendre par rapport à votre stratégie vélo sur votre territoire. Et donc là, on vous recommande chaudement le guide des méthodes de collaboration de l'ADMA, encore de l'Académie des mobilités actives, qui propose 10 méthodes clés pour favoriser la collaboration entre la population, les citoyens et les acteurs locaux, et qui vous permet de choisir, en fait, vous allez pouvoir choisir, piocher dans ces 10 méthodes, la méthode qui vous convient le mieux en fonction de votre objectif et de votre cible. Pour l'étape qu'on a appelée le changement, c'est maintenant, c'est l'étape de changement rapide où on veut amorcer le changement et en voir concrètement les résultats. Donc on a séparé cette étape-là en plus en 2 volets. Donc un volet plus événementiel pour faire vivre sa nouvelle politique cyclable, pour la faire exister, pour la légitimer. Donc Élodie on a déjà un petit peu parlé, mais on vous invite sur ce volet-là, par exemple, à vous investir dans les programmes, 2 programmes aussi C2E, le programme employeur Pro Vélo, pour inciter les employeurs à favoriser la pratique du vélo pour leurs salariés, et le programme Génération Vélo pour promouvoir le vélo chez les plus jeunes, pour promouvoir les vélos écoles. Et donc le second volet, pour passer voilà, des changements rapides, pour voir les résultats rapidement, le volet plus aménagement temporaire pour sécuriser, pour tester sans budget. On vous recommande notamment le guide des aménagements provisoires du CEREMA, qui donne ici plus des exemples pour créer des aménagements temporaires et avec des budgets qui sont restreints pour initier un changement rapide et surtout sans regret, puisque c'est des aménagements qui sont réversibles, pardon, qui permettent en fait, c'est un droit à l'erreur. Donc c'est vraiment ici l'occasion pour vous d'oser créer des aménagements temporaires qui pourraient être par la suite du coup pérennisés. Si on continue sur le panorama, sur l'étape, le jalon pour appliquer sa stratégie issue du schéma directeur des aménagements cyclables et pour rentrer dans une stratégie construite sur le long terme. Alors il existe énormément de ressources et de qualités pour passer concrètement
du schéma à la réalité, au développement des aménagements. On vous recommande sur la partie plus événementielle le guide de l'ADEME pour développer la culture vélo dans les territoires. La partie événementielle, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'Élodie en a déjà parlé, mais voilà, on vous propose dans ce guide-là des exemples très concrets de promotion du vélo sur le territoire. Alors, on a parlé par exemple de vélo parade, mais il y a encore plein d'autres exemples qui sont cités dans ce guide-là. Par exemple, donner la place temporairement des places de parking qui sont initialement dédiées aux voitures, les donner aux vélos pour des animations vélo, etc. Donc voilà, il y a plein d'exemples un petit peu concrets là-dessus sur lesquels vous pouvez vous baser pour appliquer votre stratégie vélo. Et puis le volet aussi finalement des aménagements. Donc il existe énormément de guides sur les aménagements. Là, j'ai peut-être choisi de faire le focus sur la partie aménagement, enfin partie stationnement plutôt, avec peut-être la mention de deux guides. Le guide sur le stationnement des vélos en gare ou le guide sur les aménagements des vélos dans les constructions. C'est un guide intéressant sur les constructions notamment neuves ou dans les parkings en fait, de ces constructions-là qui font l'objet de travaux. Donc voilà, on doit respecter par exemple pour ces constructions-là des obligations et ça concerne les bâtiments des services publics, les bâtiments d'habitation, les bâtiments tertiaires, industriels. Donc voilà, ça c'est un guide aussi qui mérite qu'on s'y attarde. Pour le jalon amplification, là on va parler davantage des services vélo. Élodie en a beaucoup parlé. On va vous recommander notamment le tout nouveau guide du Club des villes et territoires cyclables et marchables sur les services vélo pour les collectivités. Donc, on va aborder VLS, LDD, mais aussi les aides à l'achat, les ateliers d'autoréparation, voilà, différents, tout le volet en fait des services vélo pour les collectivités. Et on pourra également parler le volet vélo-tourisme. Alors, c'est vrai que ce n'est pas ce dont on parle dans le programme à vélo. On ne va pas se concentrer sur ce volet-là, mais c'est quand même un volet qui est important d'intégrer dans sa stratégie vélo et dans votre stratégie locale. Donc là, on vous présente par exemple la stratégie nationale du tourisme à vélo, destination France à vélo, cap vers 2030, donc de l'association Vélo et Territoire, avec 27 mesures clés sur le vélotourisme en France. Et pour terminer avec le dernier jalon, l'évaluation de votre politique cyclable pour conforter l'hypothèse à la réalité, mesurer le volume des cyclistes dans une stratégie d'amélioration continue ou d'adaptation en fonction des résultats, si tel ou tel aménagement a marché ou moins bien marché. Ici, on vous recommande de vous investir et de vous approprier en fait les résultats du baromètre des villes cyclables et de relayer aussi surtout la prochaine campagne du baromètre qui est prévue au printemps 2025. Puisque c'est la plus grande enquête citoyenne sur le vélo du quotidien en France. On vous invite vraiment à relayer ce baromètre une fois qu'il sera sorti pour que vous puissiez avoir des données en fait des cyclistes, des remontées directement des cyclistes sur votre territoire et pouvoir ajuster certains tronçons ou certains points noirs ou voilà, certains aménagements cyclables que vous avez déjà pu faire ou alors ceux pour lesquels il manque encore des aménagements. J'ai terminé pour cette partie panorama. Je vais cette fois-ci repasser la main à Claire Gagné pour la conclusion et pour repasser un petit peu sur le board que vous avez alimenté tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup, Élodie et Julie. Alors, si vous avez gardé la fenêtre ouverte de votre du board, je vous invite là maintenant à prendre peut-être 5 minutes à vous poser sur ce qu'on a pu voir. Donc, effectivement, le but, c'était pas de rentrer en détail dans chacun des sujets. Le but, c'était de pouvoir vous offrir de brosser un petit peu l'étendue du champ des possibles sur le système vélo et de vous permettre peut-être de vous rassurer, de vous positionner dans ce panorama, etc. Et à ce stade, on va reprendre pendant 5-10 minutes le board. Et le but, c'est à la lumière de ce qui vous a été présenté,
de peut-être repenser les post-it que vous aviez écrits, si vous arrivez à les retrouver, à vous reconnaître dans tout ça, mais en tout cas de revisiter finalement les actions que vous aviez prévu de prendre à la lumière de tout ça. Donc le but, c'est pas que vous refassiez le même travail, le but, c'est de vous dire, est-ce que finalement ce que j'ai prévu de faire à très court terme, est-ce que finalement je me trompe pas un petit peu d'objectifs et de priorités sur ce moment-là de mon projet? Est-ce qu'il ne faut pas que je retourne à une notion de compréhension du besoin qui était finalement le premier point de la frise? Est-ce que peut-être dans ma collectivité, je suis pas passée un petit peu vite sur cette partie compréhension? Est-ce que j'ai pas besoin de me reposer un petit peu là-dessus? Donc le but, c'est que vous puissiez vous reposer les questions à la lumière de ce qui vous a été présenté. Donc je vous laisse réfléchir, je vous laisse éventuellement bouger vos post-it, modifier des choses. Le but, c'est que vous sortiez ensuite de cette session avec avec quelques actions claires à prendre à l'issue de tout ça et que ça vous ait apporté de la clarté. Claire, j'en profite pour te poser une question parce que dans questions-réponses, il y a une personne qui a posé la question si le tableau, les deux tableaux en fait avec les post-it seront un peu repris pour une présentation, enfin pour être éclairci peut-être. Je ne sais pas si c'est prévu ou pas ou si c'est juste ils servent à faire du travail maintenant. Enfin voilà, il y a cette question-là de François Oui, Méraud. oui, alors merci pour la question. Normalement, vous aurez toujours accès au board, donc notamment pour la partie contact et identifier vos alliés, etc. Ça peut être intéressant d'y retourner. Pour ce qui est des enjeux, des actions que vous avez envie de prendre, il n'y aura pas forcément de reprise de notre part en tout cas. En tout cas, vous pouvez vous y repencher et revisiter, vous inspirer de certains post-it que vous voyez pour repenser peut-être vos actions et vos priorités à court terme, etc. En revanche, pour ce qui est du parc à questions et des prochains webinaires, ça nous servira d'avoir vos retours si vous en avez. Et on agira ensuite dessus en vous proposant des webinaires, des réponses, des ressources complémentaires à l'issue du webinaire. À l'issue de ces 5 minutes-là qu'on prend, donc on se laisse peut-être jusqu'à 15h40 pour continuer à alimenter, à repenser le board. Et ensuite, on prendra un temps de questions-réponses. Donc, vous aurez tout le loisir de poser toutes les questions que vous avez pour Élodie et Julie notamment, ou pour les présentations aussi qui ont précédé celle d'Élodie et Julie.
Du coup, je vais te contredire un petit peu, Claire, parce que je crois qu'au regard de la richesse du board, on va s'en resservir. Je pense qu'il faut qu'on trouve une façon de valoriser la diversité des actions qui a été citée, et notamment les parcours que vous faites. Donc merci d'avoir joué le jeu et d'avoir contribué, c'est extrêmement riche. Ça montre également la grande diversité des actions que vous êtes en train de lancer, et ça sera très certainement très utile, y compris pour ceux qui n'ont pas participé aujourd'hui. Il faudra qu'on trouve un moyen pour partager ce board avec le plus grand nombre. Je vois qu'il y a une question sur le baromètre des villes cyclables que la FUB relancera début 2025. Je me permets de répondre à voix haute. Alors Julie, pour être tout à fait exact, c'est la plus grande consultation citoyenne au monde sur la cyclabilité des territoires. Les Allemands avaient lancé leur propre baromètre il y a quelques années, mais en 3 éditions, on a le plus gros baromètre. Et en effet, ce sont les habitants, les citoyens qui notent la cyclabilité de leur territoire, voire d'autres territoires qu'ils connaissent pour s'y déplacer à vélo. Par contre, il y a un rôle vraiment clé de la part des collectivités à relayer ce baromètre, à le faire connaître, à travailler avec l'association locale pour que le baromètre soit diffusé un maximum par les commerçants, par les établissements scolaires, etc. Et puis, comme le disait Jean-Pierre, il y a la possibilité aussi pour la collectivité de communiquer dessus sur sa gazette, son journal, son site internet. Donc, la collectivité peut vraiment être un relais de ce baromètre pour s'assurer qu'elle aura un nombre de répondants suffisant de sa commune pour déjà être dans les communes classées qui font l'objet d'analyse, et puis pour avoir une évaluation qui soit suffisamment représentative de la diversité des cyclistes. Je vois que les post-it continuent à bouger, donc je pense qu'on vous laisse encore 2-3 minutes et ensuite on passera aux questions-réponses. En attendant, on a une question de Delphine Fleury. Bonjour Delphine. Le programme OEPV est-il cumulable avec le dispositif à vélo? Alors, je peux peut-être essayer d'y répondre. Alors, le programme C2E employeur Pro Vélo concerne du coup les employeurs à vélo et du coup le programme à vélo tout court, celui pour lequel vous êtes ici, ne concerne pas du coup les mêmes actions. Donc les deux programmes sont bien cumulables. Et je peux vous parler un petit peu plus de ce programme puisqu'on l'a mis en œuvre à l'ADEME. Donc l'ADEME a 13 sites engagés dans ce programme et un site qui est déjà labellisé, le site de Sophie Antipolis, qui a réussi à être labellisé or. Et donc le programme Objectif Employeur Pro Vélo, il est intéressant pour vos collectivités à 2 titres. Au titre de la collectivité elle-même en tant qu'employeur, donc votre collectivité peut décider de s'engager dans le programme pour se faire labelliser en tant qu'employeur. Et les actions que la collectivité met en œuvre pour être un employeur pro vélo ne sont a priori pas financées par le programme à vélo. Par exemple, si la collectivité acquiert des vélos pour les déplacements de ses agents, ça rentre pas dans le périmètre d'Avélo. Si l'utilisation est réservée aux agents. Donc, il y a vraiment pas de problème de cumul. Et ensuite, votre collectivité peut se faire le relais de ce programme auprès des employeurs de votre territoire. Et là, en fait, c'est les employeurs qui vont bénéficier du programme. Donc, il n'y a pas de double compte avec les financements qu'on pourrait vous amener à la collectivité pour travailler sur la cible d'employeur. Donc, vous pouvez tout à fait mettre en œuvre les 2 programmes sans aucun problème.
Bon, je pense Et- que le board est à peu près fixé et stable. Donc, si vous voulez, vous pouvez écrire vos questions dans le chat ou bien lever la main et on peut débloquer votre micro aussi si jamais vous avez une question un peu plus compliquée à exposer. Alors, François, hop là. Normalement, vous pouvez débloquer votre micro, Monsieur Mérotte. On ne vous entend pas. Mais... Oui, c'est bon là? Oui, ça y est. D'accord, merci beaucoup de me donner la parole. J'ai juste une question en fait toute simple. Moi, je travaille depuis très peu de temps sur la question de la mobilité et avant, j'ai jamais travaillé dans des collectivités territoriales. Donc, j'ai une question toute simple qui va vous prendre 10 secondes. Moi, j'ai été recruté justement dans le cadre de l'axe 4 suite à un appel suite à une candidature à Vélo 3, laquelle donc comprend 4 axes avec des enveloppes, des estimations de montants par axe en fait. Et compte tenu de l'ampleur qui a été souhaitée dans le cadre du schéma directeur cyclable, le montant qui a été imaginé au démarrage pour les études, qui est de 50 000 € pour l'ensemble des études préopérationnelles, etc., me paraît assez faible, parce qu'il y a des axes qui sont assez compliqués, qui vont demander des études assez poussées, je pense. Et je voulais savoir, donc, la question, si les estimations par axe qui ont été données, c'est des enveloppes rigides ou est-ce qu'il y a une porosité, il y a des déplacements éventuels qui peuvent se faire d'axe à axe? Alors, on peut essayer d'y répondre, mais a priori, d'après les et on pourra, d'ailleurs organiser même un rendez-vous en bilatéral pour discuter de votre dossier et de l'évolution de votre projet au fil du temps. Parce que c'est vrai que vous avez candidaté, entre septembre et janvier 2025 et depuis peut-être que vos projets ont évolué. Si vous avez atteint le plafond des dépenses éligibles, par exemple sur les études, les axes 1 et que vous avez déjà bénéficié du coup du maximum qui est de 50 000 €. On ne va pas pouvoir aller au-delà. Néanmoins, on réfléchit avec l'équipe pour donner la possibilité aux lauréats à vélo d'aller plus loin dans vos actions et potentiellement, alors c'est encore en réflexion et voilà, rien n'est encore défini, mais d'aller plus loin par contre sur d'autres axes pour compléter en fait un axe qui n'aurait pas atteint le plafond des dépenses éligibles ou demander un axe supplémentaire puisque vous étiez pas encore prêt à, par exemple, développer un projet sur de la communication ou un projet de service vélo parce que vous en étiez à l'étape, par exemple, juste de la définition de votre schéma directeur. Potentiellement, on pourrait voilà, donner la possibilité d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Mais si vous avez atteint le plafond, malheureusement, on ne pourra pas vous accompagner. Ce qu'on pourra faire, c'est potentiellement essayer de trouver des solutions, d'autres solutions financières, essayer d'aller référencer et vous orienter vers d'autres dispositifs de financement, alors ADEME ou autres organismes publics. Est-ce que du coup, je réponds directement à la question suivante sur peut-être les événements? Donc, Fred tout à l'heure a parlé de l'événement, du premier événement qui était à Amiens. Mais on en a 5 autres qui vont être organisés début d'année 2025, entre janvier et avril 2025, et donc avec d'autres lieux donc, qui seront peut-être plus adaptés au niveau géographique pour vous y rendre. Donc c'est vrai que là, Amiens, pour nous, on pense que c'est l'idéal pour les lauréats qui se trouvent en Île-de-France et en Hauts-de-France. Et puis on organisera d'autres dates sur d'autres lieux. Donc a priori, alors je ne me rappelle plus exactement, Fred, peut-être que tu as plus en tête que moi pas les périodes, mais en tout cas les lieux pour vous donner une idée sur lequel des événements vous pouvez vous greffer. Il me semble qu'on a un événement qui va regrouper en Grand Est. Exactement. Ouais. En Grand Est, tout à fait, vers Metz ou Nancy. On est encore sur la confirmation du lieu, où également les lauréats, notamment de Bourgogne-Franche-Comté, de nord de la région Bourgogne-Franche-Comté, seront également conviés. Un événement également en Auvergne-Rhône-Alpes avec notamment les lauréats de PACA, de Corse, qui seront également conviés avec ceux de
Bourgogne-Franche-Comté, un événement également en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, un événement en Bretagne et Normandie et un événement en Centre-Val de Loire, Pays de Loire. Voilà, sans que les lieux soient confirmés, mais voilà, au niveau géographique, ce sera le cas. Et comme le disait Frédéric, les événements seront publiés sur l'espace collaboratif et on enverra également des mails. Donc voilà, c'est pour vous tenir au courant si vous voulez rencontrer aussi des territoires un peu plus proches de votre région. Ça sera l'occasion de vous greffer à celui qui est le plus près de vous, quoi. Et puis, ce sera des événements à la fois de lancement à Vélo 3 et de clôture à Vélo 2. Vous le savez, hein, à Vélo 3, c'est la 3e promotion des programmes à vélo que pilote l'ADEME. Et donc, ce sera aussi l'occasion d'avoir le retour d'expérience de territoires de vos régions qui ont terminé leur accompagnement à Vélo 2. Et donc, avec un intérêt quand même assez fort pour vous de connaître ce réseau et d'échanger sur à la fois les difficultés et les réussites de ces territoires qui sont passés par à vélo avant vous. Alors, est-ce qu'il y a un deuxième relevé à vélo 3? Alors, il y a eu effet. Donc, vous êtes du coup les lauréats issus du premier relevé, du premier appel à projet du programme à vélo 3. On en a lancé un second déjà, du coup de la période entre avril et juillet 2024, pour lequel des nouvelles collectivités ont pu candidater. On va annoncer en gros les lauréats de cette seconde vague, de ce second appel à projet pour fin octobre, début novembre. Et à la suite de quoi, alors c'est peut-être une information un peu exclusive, à la suite de quoi on va lancer un troisième relevé, donc une troisième vague puisqu'il reste encore voilà, du budget disponible sur ce programme. On va lancer un troisième appel à projet pour aller chercher de nouvelles collectivités et compléter le programme. Et donc ces nouveaux lauréats vont venir alimenter en fait toutes nos réflexions, vont venir alimenter aussi l'espace collaboratif et on sera encore plus finalement de collectivités lauréates issues des programmes à vélo. On estime qu'entre les programmes 1, 2 et 3, on va atteindre les 1000 territoires accompagnés par les programmes à vélo. Et pour la dernière question, a priori, si vous êtes situé en Normandie, ce serait peut-être mieux d'attendre l'événement qui se déroulera côté Normandie, Bretagne. Oui, ça sera plus pratique pour vous, je pense. Plus pratique, mais comme a dit Jean-Pierre, c'est pas forcément défini au cours de régions précises. Si jamais les dates vous arrangent également et que la localisation et le déplacement vous convient, on pourra également vous inviter avec grand plaisir. N'hésitez pas à lever la main aussi si vous avez des questions à nous poser pour profiter de l'expertise notamment de Elodie ou Julie qui vous ont présenté des éléments. Oui, surtout si on a loupé des questions, parce qu'il y a eu beaucoup de questions en même temps, donc des fois on a répondu, mais Oui. des fois peut-être qu'on en a loupé. Donc si vous voyez qu'on ne vous a pas répondu, n'hésitez pas à prendre la parole. Et peut-être qu'en attendant une ou deux autres questions, on peut partager le questionnaire de satisfaction. Oui, tout à fait. Alors. Il y a la question sur quand est-ce qu'on aura les dates des événements dans les autres régions. Actuellement, on a quelques dates de Calais, notamment pour Grand Est, qu'on peut d'ores et déjà dévoiler, qui sera en date du 6 février. Et les autres régions, on est en cours de fixation, on va dire, de ces grandes dates, idéalement entre un mardi et un jeudi, et en évitant les vacances scolaires, bien sûr, pour que vous soyez au maximum disponible entre lauréats à vélo 1, 2 et 3. Voilà. On vous tient au courant, en tout cas, sur l'espace collaboratif.
Donc, on a posté dans le chat pour info le lien pour le questionnaire de satisfaction et dans lequel il y a aussi une partie, une question sur vos souhaits de prochains sujets de webinaire. Donc, on a noté qu'il y avait certaines idées dans le chat et puis il y en a peut-être eu aussi sur le board. Voilà, c'était pour être sûr de récolter vos besoins. Si vous pouviez prendre 2-3 minutes pour remplir le questionnaire, ce serait vraiment très utile pour nous et pour être sûr qu'on construise des contenus qui vous conviennent. Je pense qu'on peut conclure. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop d'autres questions dans le chat. En tous les cas, vous avez nos coordonnées. On vous enverra donc le replay de ce webinaire ainsi que la présentation avec tous les liens associés aux ressources, au klaxoon, à l'enquête de satisfaction, etc. Merci à tous pour votre participation. On vous donne rendez-vous au prochain webinaire et puis aux prochains événements qui ont suscité pas mal de questions. Donc, je pense que vous avez hâte de vous retrouver en présentiel. Merci encore pour vos contributions au klaxoon et aux ateliers. Et puis, à très vite avec le programme AVELO. Merci, bon après-midi. Merci à tous. Merci, Au revoir. bon après-midi. Au Au revoir. revoir à tout le monde.